Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je me présente, je m'appelle Thibaut, je travaille pour Indeed et aujourd'hui on va vous parler du défi de l'attraction mais aussi de la rétention des talents dans les services à la personne. Et je suis ravi d'être accompagné par Jamila. Jamila, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jamila Tedjani, je suis la DRH du groupe WeCare et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Thibaut pour vous parler d'un sujet ô combien intéressant en termes de ressources humaines pour toutes les entreprises. Merci beaucoup Jamila. Alors on va faire les choses en plusieurs temps. On va faire un super rapide rappel de qui est Indeed et de qui est le groupe WeCare. Ensuite, je prendrai la parole quelques minutes pour vous parler un tout petit peu du marché, la façon dont on voit les choses chez Indeed. Commencer aussi à parler un peu du comportement des candidats. Il y en a beaucoup sur Indeed. Et puis, on conclura, en tout cas la deuxième partie, ça sera un échange avec Jamila sur les méthodes possibles et ce qui est mis en place au sein du groupe WeCare autour du recrutement, donc des méthodes et des technologies peut-être qui sont utilisées. Et bien sûr, là je laisserai la très grande partie de la parole à Jamila sur la fidélisation des talents. On laissera un temps d'échange à la fin, donc si vous avez des questions, il y aura un micro qui circulera. Donc on va essayer de vous présenter certaines choses, mais de vous laisser le temps de nous poser vos questions. La première chose, je vais être très très rapide, j'espère que tout le monde nous connaît. Il n'y a, à part dans le WeCare, c'est quand même du français et de l'anglais, mais il n'y a pas d'anglais dans ma présentation. Je crois qu'il y a un autre terme en anglais. Donc, chez Indeed, on a une seule et unique mission, c'est d'aider les gens à trouver un travail. C'est la seule chose qu'on fait. On n'a aucune autre activité. Voilà, la seule chose qu'on fait, c'est de se faire rencontrer des candidats et des candidates avec des employeurs. Et on en reparlera, mais c'est notamment le cas sur ce salon aujourd'hui. Indeed est présent, c'est une boîte internationale, mais je vais vous donner quelques chiffres pour la France. Tous les mois, il y a à peu près 7 millions de personnes qui viennent sur notre plateforme. Alors, tout secteur confondu, tout métier confondu. On a un peu plus d'un demi-million d'offres d'emploi et qui représentent la quasi-totalité des offres d'emploi du marché. On a aussi les CV des candidats et des candidates qui nous le confient. Et puis, particularité, les candidats et les candidates peuvent aller regarder ce qui se cache derrière une offre d'emploi, donc aller s'intéresser à l'entreprise, et notamment avec quelque chose d'assez unique dans le monde du recrutement, c'est la possibilité de lire des notes et des avis qui sont laissés par des candidats et des candidates, ainsi que des collaborateurs et des collaboratrices pour se faire une idée de la réalité de la vie dans une organisation et les conditions de travail. Jamila, tu veux nous dire quand même 2 mots sur WeCare ? Tu vas nous redonner des chiffres tout à l'heure, mais... Oui. Alors, WeCare, c'est le leader des services des métiers à la personne. C'est un groupe composé de 23 000 salariés, dernier recensement. Nous avons actuellement plus de 16 marques différentes qui sont présentes sur l'ensemble de la France. Nous avons différents métiers. Le plus connu à travers sa marque la plus importante qui est O2, c'est le métier du ménage-repassage. On a également toute une partie de notre activité qui est dédiée à la prise en charge du handicap et de la grande dépendance. Voilà ce que je peux vous dire sur le groupe WeCare. Je peux aussi préciser que depuis le mois d'avril 2024, nous sommes devenus une entreprise à mission avec une ambition très très forte qui est d'être le groupe qui au monde porte le plus d'attention à ses collaborateurs et à ses clients. On va revenir sur cette symétrie des attentions. C'est quelque chose qu'on partage aussi avec Indeed. Alors je vous l'avais dit, je vais vous parler un tout petit peu du marché. Je vais vous donner quelques chiffres pour un tout petit peu de prise de hauteur pour savoir pourquoi c'est important de se pencher sur améliorer son attractivité en tant qu'employeur, améliorer la qualité de son expérience de candidature et bien sûr, in fine, essayer de fidéliser un maximum les collaborateurs et les collaboratrices. Le marché du travail, c'est un marché, d'accord ? Donc il y a de l'offre et il y a de la demande. Si je vous dis 7,4, 7,5%, vous devez savoir de quoi je parle. C'était un chiffre qu'on nous donnait tous les mois avant. Maintenant, on nous donne tous les trimestres. C'est le taux de chômage. Et c'est la première chose, c'est bête et méchant, c'est arithmétique. Moins il y a de chômage, plus il est compliqué de recruter. Parce qu'il y a moins de candidats disponibles. Voilà, c'est bête, c'est comme ça. Et évidemment, on ne peut pas se satisfaire du taux de chômage actuel en France. Si on y ajoute le halo du chômage, etc., il y a encore beaucoup de personnes dans ce pays qui sont éloignées de l'emploi. Mais c'est quand même c'est plutôt encourageant sur les dernières années. Pour une partie d'entre nous, on est dans les taux de chômage les plus bas qu'on ait jamais connus lors de nos carrières. Chez Indeed, on mesure l'autre partie, c'est
la concurrence, le niveau de compétition qui peut exister au niveau des offres d'emploi. Et comme on a la quasi-totalité des offres d'emploi du marché, on peut regarder la tension qui existe au cours du temps sur le volume d'offres d'emploi. Parce que forcément, plus il y a d'offres d'emploi, plus il est compliqué pour les recruteurs, les entreprises, les employeurs d'aller chercher ces candidats et ces candidates. Parce qu'on le verra après, mais dans le même temps, le volume de candidats disponibles, il n'a pas tendance à augmenter dans le temps. Aujourd'hui, si nous, on a un indicateur, tous ces indicateurs-là sont publics, c'est des données qu'on partage volontiers à l'extérieur chez Indeed. On a une équipe d'économistes qui analyse ces données. Aujourd'hui, il y a à peu près 36% d'offres d'emploi supplémentaires si on se compare à la période pré-Covid, donc vraiment en février 2020. Vous voyez qu'on est plutôt sur et c'est une bonne nouvelle quand on est recruteur, mais on est plutôt sur un plateau descendant, qui a une baisse du volume d'offres d'emploi. Mais très simplement, ça veut dire qu'un candidat ou une candidate qui se connecte aujourd'hui sur Indeed, elle voit 13 offres ou 14 offres, alors qu'en février 2020, elle n'en voyait que 10. Ça vous donne une idée quand même le choix est résolument du côté des candidats et des candidates, même si ça a tendance à s'infléchir un petit peu pour plein de raisons macroéconomiques. Mais en ce qui concerne les services à la personne et à domicile, le soin à domicile, on a des grandes catégories chez Indeed. On a la garde d'enfants, on a le nettoyage, donc l'entretien, et puis vraiment le soin à domicile. Là, pour le coup, c'est un peu plus élevé. D'accord ? On a des catégories qui ont triplé leur nombre d'offres d'emploi et qui se maintiennent à ces niveaux-là depuis la période post-Covid. Et on en parlera. C'est probablement dû aussi au turnover, donc aux personnes qui démissionnent et qui vont forcément remplacer encore et encore et encore. Donc c'est artificiellement gonflé, mais malgré tout, c'est un très bon indicateur de la concurrence, de la compétition qui peut exister sur ces offres d'emploi, sur ces métiers-là. D'accord ? Maintenant, si on regarde un tout petit peu dans le futur, alors quand on est acteur du service à la personne, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais la population elle vieillit. D'accord ? Et la population active n'a pas tendance à augmenter, en tout cas pas aussi fortement qu'elle le faisait dans les décennies précédentes. C'est un petit peu l'angle mort du recrutement et des ressources humaines. On a un peu oublié qu'il y avait un truc qui s'appelait la démographie. C'était peut-être le seul truc d'ailleurs qu'on pouvait voir dans le temps en fait. On pouvait voir que la pyramide des âges s'inversait. Alors la pyramide des âges qui s'inverse, ça veut dire plus potentiellement de clients en ce qui concerne, parce qu'il y a plus de patients, plus de gens qui sont dépendants, etc. Mais ça veut dire, quand on est employeur, moins de candidats et de candidates disponibles. D'accord ? Donc ça a déjà commencé à s'infléchir et le pic de la population active, il n'est pas très loin de nous, il est vers 2036-2038. Et à partir de là, on risque d'avoir des difficultés. Et donc on peut regarder le déséquilibre qui existe entre, d'un côté, les nouveaux arrivants sur le marché du travail, potentiellement le solde migratoire aussi, les gens qui se forment et qui rentrent dans un métier en particulier. Et puis de l'autre côté, les gens qui partent à la retraite et les gens qui sont en incapacité de travailler. Et en fait, quand on regarde les chiffres, notamment en ce qui concerne spécifiquement le soin à domicile, j'ai pris celui-là en particulier, mais c'est vrai aussi pour la garde d'enfants, c'est vrai aussi pour d'autres, pour l'entretien et le nettoyage aussi, donc les métiers du nettoyage. On s'aperçoit que les maths ne sont pas là. Donc ça, c'est des chiffres de la DARES et de France Stratégie. On s'aperçoit que si on regarde le solde de nouveaux entrants potentiels sur ces métiers-là versus les personnes qui vont, partir à la retraite, et deux, les personnes qui vont peut-être faire autre chose de leur vie, en fait, les maths ne sont pas là. Il y a un déséquilibre. D'ici à 2030, il y a à peu près 200 à 250 000 personnes qui vont manquer en termes de main-d'œuvre sur ces métiers-là. Il y a des solutions qui existent, notamment l'immigration spécifique sur les métiers en tension. Donc, c'est des discussions qui animent beaucoup. Mais ces tensions qui existent déjà et qui vont s'accentuer dans le futur, c'est des tensions qui impactent directement à la fois vos clients, ceux qui cherchent à avoir de l'aide à domicile, quelle qu'elle soit, du soin au ménage, etc. Et puis aussi vos collaborateurs et vos collaboratrices. Parce que forcément, ça veut dire qu'il peut y avoir une surcharge de travail, même si on verra après que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un paradoxe à essayer de résoudre dans ces métiers-là. Mais ça impacte les collaborateurs, parce que s'ils ont une charge de travail trop élevée, forcément, il peut y avoir des phénomènes de burn-out, des risques de santé au travail qui sont importants. Et donc, les notions de fidélisation rentrent en jeu à ce moment-là.
D'où l'importance, selon nous et selon le groupe WeCare, de vraiment soigner l'approche pour être sûr de capter un maximum de ces candidats et de ces candidates, sachant qu'ils sont chers, entre guillemets, les candidats et les candidates qui correspondent au poste que vous avez à proposer, et ils vont l'être de plus en plus dans le futur. Et je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, évidemment, on n'a pas de boule de cristal et on ne peut pas prédire à 100% ce qui va se passer, mais a priori, les tensions sont plutôt négatives en ce qui concerne ce secteur d'activité au sens très très large. Et donc c'est pour ça que c'est très très important d'avoir une stratégie absolument complète où dès le début, on essaie de faire connaître ces métiers, de faire savoir un maximum qu'il existe des postes disponibles, de faire beaucoup de pédagogie sur ce que sont ces métiers-là, pour éviter aussi potentiellement la déception des candidats et des candidates qui décideraient de s'engager dans ces métiers-là. De les laisser nous approcher un maximum, on va y revenir aussi avec les exemples du groupe WeCare, de manière à pouvoir en recruter un maximum. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'une fois qu'on est en bas, là, il faut les garder le plus longtemps possible. Alors là, on a moins de choses à dire chez Indeed, puisque nous, on essaye d'apporter un maximum de candidats le plus qualifiés possible. Mais là, Jamila pourra nous en dire un peu plus. Sur la partie, sur le haut, se faire connaître ces métiers, essayer de comprendre les opportunités que vous mettez à disposition des candidats et des candidates. Nous, on aime bien s'intéresser quand même un peu au comportement des candidats et des candidates. Et on ne va pas oublier un truc, c'est que les candidats et les candidates, ils vont découvrir vos métiers, alors sûrement sur ce genre de salon, évidemment, mais aussi sur leur téléphone portable. Et la manière dont ils vont se rapprocher de leur futur employeur, c'est vraiment de la même manière qu'ils le feraient s'ils achetaient quelque chose sur un site e-commerce. D'accord ? Ce que vous voyez là, c'est ce parcours de candidature qui peut exister sur n'importe quel site internet. C'est très très proche de ce que vous pouvez faire. En plus, c'est la semaine du Black Friday, de ce que vous pouvez faire sur des sites de e-commerce. Vous voyez des choses, vous les comparez, vous les mettez dans votre panier, et vous décidez ou non de convertir, d'acheter et de finaliser la transaction. C'est un peu pareil. Alors c'est un peu choquant dit comme ça, parce qu'on se dit que c'est pas la même chose d'acheter en promo pendant Black Friday et de postuler à une offre d'emploi. Mais en tout cas, sur la méthode, c'est la même chose. En revanche, là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que les candidats et les candidates, contrairement à ce qu'on peut croire, ils n'ont pas du tout les cartes en main. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de doutes en fait dans ce parcours. Est-ce que j'ai postulé à la bonne offre d'emploi ? Est-ce qu'on va me répondre ? On va revenir sur ce sujet-là. Parfois, pour certains d'entre eux qui sont dans des situations compliquées, ils vont avoir tendance à postuler à beaucoup d'offres d'emploi et donc arriver à garder le suivi de leur propre candidature, ça va être compliqué aussi. Donc si un recruteur ou une recruteuse les recontacte, ils ne sauront pas forcément de qui il s'agit exactement. Donc n'oublions pas, ça a l'air très simple. Mais en fait, c'est quand même assez compliqué. Il faut continuer à essayer de simplifier les choses, mais aussi simplifier l'accès à l'information. Or, et ça c'est vrai dans à peu près tous les secteurs d'activité, quand on interroge les candidats et les recruteurs, mais les candidats ils nous disent « moi je ne suis pas sûr d'avoir les codes en ce qui concerne le recrutement. Je ne suis pas sûr de parler le même langage que l'entreprise à qui je m'adresse, que le recruteur, etc. etc. » Et c'est d'autant plus vrai que on avait fait une étude l'année dernière où on a interrogé des candidats et des candidates pour leur demander, quand vous voyez des offres d'emploi, vous en avez vu dans le passé, pourquoi vous n'avez pas postulé à une offre d'emploi ? Parce que souvent, on va y revenir encore, mais on se concentre beaucoup sur les offres d'emploi, sur les candidats qui postulent et qui ne sont pas forcément les bons candidats, mais on oublie qu'il y en a beaucoup qui passent à côté de vos emplois parce qu'ils ont décidé, consciemment ou non, de ne pas postuler. Et quand on regarde, ça éclaire beaucoup finalement sur cette notion de code, avoir les codes ou pas. Ça éclaire beaucoup sur ce que veulent les candidats et les candidates. Alors c'est très compliqué de vous dire exactement ce qu'ils veulent, mais en tout cas, il y a 2-3 petites choses qui peuvent en ressortir. Donc la question qui a été posée, c'est vraiment, voilà, vous pensez aux offres d'emploi que vous avez vues dans le passé, pourquoi vous n'avez pas postulé ? Je ne vais pas vous faire les lignes une par une, mais on peut quand même regrouper les choses. Il y a la notion de rémunération qui est quand même bien présente, à la fois sur ça ne répond pas à mes attentes, mais aussi, si vous regardez la 3e ligne, l'information n'était pas disponible. Je vais insister un petit peu là-dessus juste après, mais c'est très très important cette notion-là. Ensuite, il y a le fameux déséquilibre vie pro-vie perso, qui est un sujet qui est là depuis un certain temps quand même, mais qui est
s'est accentué et surtout qui s'est peut-être ancré définitivement dans la tête des travailleurs et des travailleuses depuis la sortie du Covid. Et ça, la problématique, c'est que si je n'ai pas suffisamment d'informations, je ne peux pas faire ce calcul de est-ce que mon équilibre vie pro-vie perso, il est correct. La problématique, c'est qu'il y a bien perso là-dedans. Et donc là, je ne sais pas combien on est ce matin, mais les définitions, elles vont être très différentes. Un bon équilibre vie pro-vie perso, c'est pas la même chose pour Jamila, pour moi, et si on prend chaque personne individuellement. Mais si j'ai pas les infos de base sur le cadre de travail, sur l'amplitude horaire, sur la localisation géographique, je ne vais pas pouvoir faire ce calcul et décider ou non d'aller postuler. Et d'ailleurs, vous voyez que la localisation de l'emploi est extrêmement importante. Ça apparaît assez tôt. Et puis, heureusement, il y a des candidats et des candidates qui vont s'auto-censurer, qui vont dire « moi, je pense, au vu de ce qui m'est présenté, je ne vais pas postuler ». Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons pour le poste, mais ils vont parfois passer à côté. Donc ça nous éclaire quand même beaucoup sur ce qu'il faut dire très très tôt aux candidats et aux candidates. Il faut leur mettre carte sur table et être le plus transparent auprès des candidats sur les conditions de travail, les conditions de rémunération notamment. On va insister là-dessus parce que c'est un gros cheval de bataille d'Indeed. Nous, on pense que depuis bien avant la directive européenne, on pense que la rémunération, elle a toute sa place dans l'offre d'emploi. Aujourd'hui, sur Indeed, en France, il y a un peu plus de la moitié des offres d'emploi qui affichent le salaire. Si vous êtes recruteur ou employeur dans le service à la personne, vous avez tout intérêt à afficher le salaire parce que sur ces métiers-là en particulier, c'est 73% des offres d'emploi qui affichent le salaire. Ça veut dire que si vous n'affichez pas le salaire, vous aliénez une partie des candidats et des candidates qui vont simplement passer à autre chose. Okay. Donc c'était quelques éléments de contexte sur l'attractivité. Ça passe vraiment par des choses relativement basiques. Il n'y a pas que ça, mais des choses relativement basiques à communiquer aux candidats le plus tôt possible, donc dès l'offre d'emploi, mais ça peut être aussi dès le premier entretien. Une fois que les candidats sont au courant que vous existez, que vous avez des postes à proposer autour de chez eux, en tout cas dans leur rayon de mobilité géographique, et là encore, le rayon de mobilité géographique, il est individuel, chaque personne en a un qui est un peu différent, ça va dépendre de où on habite, de si on est véhiculé, pas véhiculé, etc., etc. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment soigner le parcours et l'expérience de candidature. Et on le verra après, c'est que si on soigne l'expérience de candidature, c'est plus facile de forcer aussi nos organisations à soigner l'expérience en tant que collaborateur ou collaboratrice. Dans un monde parfait, le nombre de candidats qui vous voient et le nombre de candidats que vous recrutez, il diminue de manière très 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 proportionnelle. Voilà, vous avez le choix au début, puis vous prenez ceux qui vous intéressent, etc., etc. Dans la réalité, en fait, on en perd très très souvent dès le début. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont vu vos offres d'emploi, mais il y en a plein qui disparaissent dans les flots de nos systèmes d'information ou qui décident de ne pas postuler, etc., etc. D'accord ? Donc, ce qu'on veut, c'est essayer de revenir à la slide précédente, c'est de revenir à ça, que ça soit relativement proportionné et que entre le nombre de personnes qui vous ont vu au début et qui se sont intéressées à vos métiers, il n'y a que les personnes qui ne vous conviennent pas ou à qui vous ne convenez pas, qui décident de s'exclure d'eux-mêmes du processus de candidature. Et donc, il faut absolument essayer de soigner l'expérience de candidature pour être sûr de ne pas perdre les candidats qui vous intéressent le plus. D'accord ? Et c'est là où on va commencer à échanger avec toi, Jamila. Je vais juste revenir sur un phénomène. D'abord, parce qu'on va beaucoup en parler. Est-ce que tu vas nous donner quelques chiffres sur le volume de candidatures que vous recevez tous les ans ? Absolument. Le deuxième mot anglais de la journée, enfin il y a turnover aussi quand même, c'est celui-là. Est-ce que tout le monde voit de quoi on parle quand on parle de ghosting ? Donc c'est ce phénomène où les candidats ont postulé et puis ils décident de pas venir. Alors on va peut-être inverser les choses. Le ghosting dans le recrutement, ça a été inventé par les recruteurs et les recruteuses. C'est pas les candidats qui l'ont inventé. Parce que quand il y avait 4 ou 5 points de chômage en plus, on avait des candidats et des candidates qui postulaient et qui n'obtenaient jamais de réponse. Ou des recruteurs qui, après le premier entretien de sélection, et ça arrive encore aujourd'hui, disent aux candidats « on vous rappellera » et qui ne rappellent jamais. Ça aussi, c'est du ghosting, d'accord ? Et quand on interroge les recruteurs, ils nous disent oui, je sais que je le pratique, d'accord ? Donc ça, c'est juste pour dire un partout la balle au centre, d'accord ? Donc oui, il y a des candidats qui ont des comportements
qui compliquent la vie des recruteurs et des recruteuses. Mais les recruteurs et les recruteuses eux-mêmes les entreprises, en fait, les employeurs ont leurs responsabilités. Alors, Djamila, est-ce que tu veux nous donner quelques chiffres déjà et je vais les afficher, mais pour que les gens se rendent compte. Tu nous as donné le nombre de collaborateurs et de collaboratrices, d'intervenants et d'intervenantes. Quelques chiffres sur les volumes de recrutement qu'il faut traiter chez WeCare. Alors, je les affiche quand même. Oui, tu peux. Alors, on a reçu depuis le 1er janvier 2024 800 000 candidatures cette année. Et on va probablement terminer l'année 2024 à 1 million de candidatures, ce qui est juste énormissime. L'année dernière, on avait un volume de 650 000 candidatures. Alors, pourquoi autant de candidatures ? Il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. C'est grâce à ce partenariat qu'on a mis en place avec Indeed qui nous a permis d'être visibles et attractifs aux yeux des candidats. Maintenant, ces 800 000 candidatures, on parlait de ghosting juste avant, effectivement, et on va le développer juste après. C'est compliqué en termes de gestion quand on est une entreprise. Surtout qu'en réalité, par rapport à l'ensemble de ces candidatures, on a un taux de transformation qui est très faible, de l'ordre d'1%, enfin même moins d'1% en réalité. Donc on a un groupe de 23 000 collaborateurs, on a un flux d'entrée d'environ 8 000 personnes chaque année, mais on a un flux de sortie d'environ également 8 000 personnes chaque année. Donc c'est important d'avoir cette notion en tête, ce qui nous fait constater qu'en réalité, on a un taux de turnover de 70%, ce qui est important. Néanmoins, ce taux de turnover, il faut aussi savoir qu'il est très proche de celui de la profession. Il n'est pas propre à WeCare. Ce n'est pas nous qui avons un taux de turnover plus important que les autres, c'est l'ensemble de la profession. Donc, il y a des problématiques un peu structurelles qui concernent tous les employeurs du secteur. Exactement. Alors, effectivement, c'est grâce à nous, en partie, que vous recevez ce genre de volume de candidatures. Ce qui nous a aussi, forcé Indeed à inventer des nouvelles méthodes pour éviter de perdre autant de candidats entre les 800 000 qui rentrent et les 1% seulement qui sont recrutés. Tu veux peut-être nous parler... je vais te faire parler de ce qu'on appelle les événements de recrutement que vous pratiquez avec nous depuis un certain temps, qu'on pratique en ce moment même sur le salon. Venez nous voir au stand WeCare. Il y a aussi un stand Indeed. Il y a probablement une queue de candidats et de candidates qui sont là pour passer des entretiens directement. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu de ces événements de recrutement que vous faites sur ce type de salon, mais aussi dans les agences, etc. etc. Effectivement. Alors, au sein du groupe WeCare, on a 2 événements majeurs chaque année, 2 rentrées en fait. On a la rentrée du mois de septembre, donc sur laquelle on a beaucoup de nouveaux clients, beaucoup de nouveaux contrats à honorer, ce qui nous oblige, nous, en tant qu'employeurs, à recruter énormément. Et nos périodes de recrutement, elles ont lieu en mars-avril pour préparer la rentrée. On a également une deuxième période qui est la période du mois de janvier où je ne sais pas s'il y a une corrélation avec les nouvelles ambitions de chaque année de nos clients, mais en tout cas, on a constaté qu'il y avait une forte demande de nos clients. Et pour répondre à ces 2 événements, on a mis en place des job cafés. Des job cafés qu'on a initiés il y a 2 ans. Et qu'on fait régulièrement maintenant avec Indeed. Et d'ailleurs, il y a un job dating là, actuellement qui a lieu sur notre stand. Donc, venez nous voir. Et juste pour essayer de vous expliquer en quoi l'expérience elle est différente, c'est qu'au lieu qu'une personne postule, et donc dépose son CV et dit je suis intéressé par cet emploi-là, là la personne, après 1 ou 2 questions de présélection, on lui ouvre un calendrier, un agenda, et elle va pouvoir choisir une date et une heure d'entretien d'embauche directement. Donc c'est un premier entretien. On peut parfois signer le contrat de travail à l'issue de cet entretien-là. Mais ça permet de pallier à ce que chez Indeed on appelle le trou noir. C'est j'ai postulé, puis ensuite je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où va ma candidature, etc. Donc ça permet aussi de faire gagner du temps aux recruteurs et aux recruteuses, puisqu'ils ont une idée du nombre de personnes qui vont venir, est-ce que leur agenda est plein ou pas plein.
je vous rassure, ou je ne sais pas si je vous rassure, il y a forcément aussi des gens qui ne viennent pas. Hein, ça fait malheureusement partie des choses, mais c'est un peu plus engageant de se dire je vais réserver un entretien d'embauche directement avec des personnes de WeCare, plutôt que de dire je donne mon CV puis je vais voir si ensuite on va me recontacter. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut vous aider à remplir votre stand sur ce salon, mais aussi dans les fameux Job Café. J'aimerais bien revenir sur quand même les délais quand même, c'est-à-dire la rentrée du mois, c'est au mois de septembre. Alors je sais que juillet et août sont compliqués en France, mais on commence la rentrée au mois de mars ou avril. Exactement. Ça, exactement. Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est recruter, ça demande beaucoup de préparation. Alors d'un point de vue technique, on va passer à la slide suivante quand même. D'un point de vue technique, vous avez beaucoup de candidatures entrantes. Et on va même, avec ça, on va quasiment empiéter aussi sur la partie fidélisation. Parle-nous un peu de ce schéma. Ouais. Alors, que je vous explique. Donc, on n'a pas de problème d'attractivité. Vous avez compris, 800 000 candidatures. Je pense qu'on est l'un des employeurs qui, en France, recevons le plus de candidatures. Ces candidatures, elles sont envoyées dans ce qu'on appelle un ATS, un logiciel de gestion des candidatures, et ce qui nous sert aussi de vivier. Cet ATS-là, aujourd'hui, il est saturé. Et clairement, on parlait de ghosting tout à l'heure, enfin Thibaut parlait de ghosting, et je suis là aussi pour en discuter en toute transparence avec vous. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de candidats qui se postulent chez nous et qui ne reçoivent pas de réponse. Donc ça, je suis pas fière de le dire. Néanmoins, c'est une réalité parce que j'ai aussi des équipes qui gèrent le recrutement. J'ai deux types d'équipes. J'ai une équipe au siège qui s'occupe du recrutement des encadrants, et là j'ai une dizaine de personnes. Mais le recrutement, en fait, chez WeCare, c'est pas que l'affaire des recruteurs, c'est l'affaire de tous, c'est une co-responsabilité. Et il y a beaucoup de recrutement qui se fait sur place directement dans les agences. Donc si un jour vous voyez une agence O2, Les Bienveillants, vous pouvez entrer. Et puis, vous pouvez postuler un petit peu comme McDonald's. Vous venez comme vous êtes. Et puis, vous aurez droit à un entretien et ensuite, pourquoi pas, une embauche. Donc, on a ces 800 000 candidatures qui arrivent et on a un énorme projet justement pour arrêter ce ghosting. C'est d'utiliser l'intelligence artificielle et d'inverser nos pratiques de recrutement. Vous l'avez compris, on est des métiers de main-d'œuvre, on est concurrencé par d'autres secteurs d'activité, comme l'hôtellerie, la restauration, qui vont chercher exactement les mêmes profils que nous. Donc en fait, on est beaucoup d'employeurs sur le marché, mais on va systématiquement chercher exactement les mêmes profils, les profils qui cochent toutes les cases. Et bien nous, chez WeCare, on a décidé d'inverser la tendance et on a décidé d'aller chercher justement tous ces profils qui ne cochent pas toutes les cases. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que quand vous postulez chez nous, on va mettre en place un système qui va nous permettre, par le biais de chatbots vocaux, d'aller récupérer quelques informations concernant les candidats pour savoir dans quel flux on va pouvoir les orienter. Quand je dis flux, c'est effectivement, j'ai un candidat qui coche toutes les cases et il est employable tout de suite. Et à contrario, j'ai un candidat qui ne coche pas toutes les cases. D'habitude, les entreprises, ces candidats-là, elles les laissent de côté, elles ne leur répondent pas puisqu'ils ne les intéressent pas. Nous sommes justement intéressés par ces candidats-là. Et on va aller trouver d'autres acteurs, d'autres partenaires pour envoyer ces personnes chez ces partenaires pour les aider à cocher toutes les cases. Alors, quand je parle de cocher toutes les cases, ça peut être des problèmes de mobilité, ça peut être des problèmes de maîtrise de la langue française, ça peut être des problèmes de formation, tout simplement. Et on a un partenaire qui s'appelle Actual et qui a notamment qui fait de l'intérim d'insertion et qui va aller accompagner, qui a vraiment toutes les structures qui sont présentes en France pour vous accompagner selon vos besoins, parce que chaque individu a ses propres besoins. Vous proposez un accompagnement individualisé dans l'objectif de vous faire embaucher par le groupe WeCare.
Voilà, c'est un petit peu notre nouveauté. Et en plus, tu le disais quand on préparait cette présentation, Jamila, tu disais qu'en plus ne pas répondre à tous les candidats, ça va à l'encontre des valeurs du groupe aussi, quoi. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un groupe atypique qui est un peu à l'image de son patron, qui est juste là. Donc, qui vérifie que je ne suis pas en train de vous dire des bêtises. On a un groupe atypique, vraiment avec une vision très atypique. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que on pense différemment, on sort des sentiers battus et on va chercher des manières de travailler qui sont conformes à nos valeurs. Nos valeurs, c'est effectivement, quand vous postulez chez nous, c'est à minima de vous apporter une réponse. Et quand on ne vous en apporte pas, ce n'est pas satisfaisant et ça ne correspond pas à ce qu'on veut. On veut porter de l'attention à nos collaborateurs autant qu'on en apporte à nos clients. Et de la même manière que chez Indeed, quand on a mis le candidat au centre du recrutement versus l'entreprise, ça avait bouleversé les choses. C'est aussi le cas effectivement du groupe WeCare. On fait de l'alternance aussi au sein du groupe WeCare, qui est une façon. Alors juste avant de dire ça, on va reparler du fait que former des candidats qui cochent pas toutes les cases, ça a probablement aussi un impact sur la fidélisation. Il y a peut-être un sentiment de loyauté qui peut se développer. Je ne sais pas si le mot est correct, mais chez les futurs intervenants et les futures intervenantes. On y reviendra après parce que c'est une grosse partie de notre discussion, et aussi sur la fidélisation, c'est un enjeu très très fort. Pardon, je te laisse parler des alternants chez WeCare. Alors chez WeCare, on en accueille plusieurs centaines chaque année sur différents types de métiers, sur les métiers d'encadrant, mais aussi les métiers d'intervenants. Et là encore, ces alternants, on leur propose une expérience au sein du groupe en les faisant évoluer. Et ces alternants, quand ils arrivent chez nous et qui sont intervenants, aujourd'hui, je suis fière de vous dire qu'un certain nombre d'entre eux ont pris la responsabilité de différentes agences en France. Donc, c'est pas juste des paroles, c'est du concret. Vous pouvez arriver chez nous en tant qu'intervenant et puis évoluer, gravir les échelons. Vous serez toujours accompagné par l'entreprise en fonction de vos ambitions. Pour résumer ce qu'on vient de se dire, il y a des choses nouvelles qu'on peut faire. On peut approcher le recrutement différemment pour provoquer des rencontres un peu différemment de ce qu'on a pu faire dans le passé, où c'est un CV dans une boîte mail qui est traité, etc. En essayant de créer des rencontres plus rapides, avec peut-être moins de barrières. Chez Indeed, on essaie de pas trop parler de recrutement sans CV, parce que en général, c'est un peu faux. C'est plutôt au moins de la candidature sans CV. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un CV extrêmement complet pour se rencontrer, parce qu'en général, le premier entretien, il va servir à compléter le CV. Et puis, et c'est absolument pas du tout faire offense au métier que représente le groupe WeCare. Pour une grande partie de ces métiers, ce sont surtout des aptitudes et des savoir-être qui sont importants. Il y a aussi des compétences. On peut former les gens. La langue, c'est une compétence très importante, à tel point que chez Indeed, il y a maintenant 4 ans, on a proposé un tag spécifique où les entreprises peuvent nous dire quand le français n'est pas requis, en fait. Donc ça, c'est important, parce qu'il y a quand même une grosse partie des métiers où le français n'est pas requis, en tout cas à un niveau très très évolué. L'objectif, c'est encore une fois que l'expérience du candidat, elle soit correcte, qu'il reçoive une réponse, qu'elle soit le plus possible justifiée, évidemment, pour que petit à petit, ceux qui restent dans le parcours de candidature, ils aient envie de continuer, parce que même si on a peut-être passé la deuxième étape, on espère qu'il n'y a pas 12 étapes non plus, mais quand on a passé la deuxième étape, il faut que ça aille continuer à répondre, que ça aille vite, parce que sinon, on l'a vu aussi, il y a beaucoup d'offres d'emploi, et ils seront peut-être partis ailleurs. Et notre conviction chez Indeed, c'est que si on soigne cette expérience du candidat ou de la candidate, c'est plus facile aussi après de forcer son organisation, entre guillemets, à soigner l'expérience de collaboration, d'accord ? Et donc de fidéliser ses candidats, enfin ses collaborateurs et ses collaboratrices. Il y a une phrase que j'aime bien dire chez Indeed, c'est que même si ça nous arrange pas tellement, mais le recrutement le moins cher, c'est quand même celui qu'on n'a pas besoin de faire. Voilà, c'est tout bête, mais si on a avec 70% de turnover, si on n'a pas besoin de remplacer tous ces gens, c'est aussi potentiellement des investissements qu'on peut faire ailleurs. Et
pour nous, c'est une bonne chose aussi. Il y a un tel déséquilibre sur le marché de l'emploi que si c'est un peu plus équilibré, c'est plus facile de se faire correspondre l'offre et la demande, c'est-à-dire les candidats et les candidates, avec les emplois disponibles. Alors, on va essayer d'explorer quelques pistes avec toi, Djamila, sur ce que vous faites. Chez Indeed, il y a une notion qu'on aime bien, c'est celle du bien-être au travail. Donc, il y a une notion de reconnaissance qui est très importante dans la notion de bien-être au travail. Peut-être qu'on peut peut-être commencer par là, mais peut-être que tu peux nous en redire un tout petit peu plus sur la problématique. Quelles sont les causes intrinsèques du turnover quand tu les connais? C'est justement une partie de l'équilibre vie pro, vie perso. Alors, avant de développer cette partie-là, je tiens quand même à préciser que chez WeCare, nous sommes en mode prestataire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une différence importante par rapport à nos concurrents. Mode prestataire, ça veut dire que les salariés sont nos salariés. Vous n'êtes pas salarié du client, comme vous pouvez le trouver chez certains de nos concurrents qui sont ce qu'on appelle mode mandataire. Donc, quand vous êtes salarié du groupe WeCare, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages. Et là, pour rejoindre ta question par rapport à la fidélisation, on a un point très important au sein du groupe, c'est le planning. On estime que la gestion du planning, c'est si nos intervenants sont satisfaits de leur planning, on n'aura pas ou peu de difficultés à les conserver dans l'entreprise. Pourquoi le planning, c'est important? Parce que nous proposons en priorité des contrats à durée indéterminée et des plannings qui sont adaptés en fonction des besoins de nos intervenants. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que si vous êtes jeune maman ou jeune papa et que vous avez besoin d'être disponible au moment de l'entrée en classe et de la sortie des classes, vous pouvez bénéficier d'un planning qui réponde à cette demande-là. Donc ça, c'est un point important. La question du mode prestataire est aussi importante parce que vous êtes salarié de l'entreprise, donc vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages, comme les tickets restaurants. O2, qui est l'une des marques les plus importantes, a été la première entreprise à proposer des tickets restaurants à ses intervenants il y a déjà plusieurs années. Vous bénéficiez d'une mutuelle, vous bénéficiez d'une protection qui est liée au salariat, tout simplement. Ce qui vous oblige aussi à remplir les plannings et à essayer de se plier en quatre pour les intervenants et les intervenantes. Oui, tout à fait. Et malgré tout, on a le droit de le dire, on n'y arrive pas toujours. Oui, c'est une réalité. On n'arrive pas à avoir parce qu'on a des problèmes de recrutement aussi. Donc, on a aussi quelques difficultés à honorer les contrats de nos clients. Ça, c'est quand même un paradoxe. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à fournir les plannings désirés aux intervenants et aux intervenantes. Et d'un autre côté, on a des clients qui n'ont pas d'intervenants ou d'intervenantes. Donc ça, c'est la problématique. C'est un paradoxe, mais c'est la problématique assez forte en France, qui est que l'emploi, les emplois disponibles et la main-d'œuvre disponible ne sont pas évidemment toujours répartis de manière correcte. Voilà, donc d'où les notions de mobilité notamment. L'aide à la mobilité va être importante pour permettre aux intervenants et aux intervenantes de pouvoir facilement se rendre, parce que c'est une spécificité aussi de ces métiers-là. C'est qu'on n'est pas à un seul endroit. On est à plein d'endroits potentiellement dans la semaine. Effectivement, et quand je parle de gestion des plannings, c'est aussi de vous proposer des clients qui sont proches de chez vous. L'idée, c'est pas de vous faire perdre des heures dans les transports en commun ou en voiture, parce que y a un client qui a besoin de vous et qui se trouve à 1 heure de chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on fait pour garder ces collaborateurs et ces collaboratrices? On parlait de formation pour des gens qui ne cochent pas toutes les cases, donc ça c'est en amont. Oui, alors ça peut être aussi pendant. Et voilà. Ça peut être aussi pendant, effectivement, puisque on a la chance d'avoir notre propre organisme de formation qui s'appelle ASAP. On a également un CFA pour accueillir des alternants et puis écoutez, pour les embaucher à terme. Et donc ça, c'est aussi de l'attractivité. C'est-à-dire faire savoir à ces futurs collaborateurs et collaboratrices qui vont avoir la possibilité de se former pour faire d'autres métiers. C'est aussi potentiellement d'avoir la garantie d'avoir un peu plus de candidats. Donc on essaie de résoudre
ce paradoxe. Les clients, certains contrats ne sont pas honorés parce qu'on n'a pas les intervenants et les intervenantes. Les questions de planning. La mobilité géographique sur le territoire, elle doit exister. J'imagine qu'on va, je révèle rien en disant qu'on essaie aussi peut-être d'aller voir dans d'autres pays s'il y a potentiellement des gens qui pourraient venir effectuer ces métiers-là Oui. dans le pays aussi. Voilà, donc Oui. ça fait partie des grands enjeux du secteur, hein, pas que de WeCare. Oui, tout à fait. Alors, et puis, pour le coup, je peux en parler puisque j'étais présente. J'ai eu la chance de participer au Salon de l'emploi des réfugiés qui a eu lieu au Stade de France il y a environ un mois. C'était aussi un événement organisé par Indeed et par Tent. Et quand je vous parle de profils atypiques, de personnes qui ne cochent pas toutes les cases, mais effectivement, là, ça a vraiment du sens. J'ai fait des rencontres incroyables, des gens avec des parcours de vie assez surprenants. J'ai rencontré un couple de médecins qui était médecin en Afghanistan. J'ai rencontré une femme, une personne qui avait une mobilité réduite, qui venait du Sénégal, qui a fui sa famille. Enfin, j'ai fait vraiment des rencontres très pertinentes et pertinentes également en termes d'emploi. Parce que s'il n'y avait pas eu ce salon-là, effectivement, ce n'est pas des personnes qu'on aurait pu rencontrer autrement. Vous l'avez vu, on reçoit 800 000 candidatures. C'est un peu compliqué de gérer tout ce flot. Et de temps en temps, voilà, on a des petits événements comme ça qui nous permettent de sortir des sentiers battus. Je vais aussi rebondir parce que quand je dis qu'on cherche vraiment des profils très différents, on s'est rapproché de l'ambassade des Philippines et notamment d'une association qui nous a permis de rencontrer des personnes qui viennent des Philippines, qui sont en situation régulière, je le précise, et qui recherchent activement un travail et qu'on va pouvoir également accueillir dans l'entreprise. Je vais rebondir sur la notion de situation régulière. Un réfugié, quand il a le statut de réfugié, il peut travailler en France. Hein. Il n'a pas besoin de. Enfin, son statut lui permet de travailler. Et donc ce salon qu'on organise dans plusieurs villes d'Europe, là, on commençait en France cette année, mais on l'a fait à Berlin la semaine dernière, et puis Amsterdam. Voilà, on essaie de le faire partout en Europe, d'essayer de se faire rencontrer des employeurs avec des candidats et des candidates qu'ils n'auraient pas forcément rencontrés autrement, et je le redis, qui ont le droit de travailler en France à partir du moment où ils ont le statut. Ça nous amène assez naturellement vers la notion de diversité et inclusion. Alors j'ai parlé de mettre le candidat au centre de nos attentions chez Indeed, et c'était quelque chose qu'on partageait avec le groupe WeCare. Les valeurs de diversité, d'inclusion par le travail sont aussi c'est des valeurs qu'on partage, WeCare et Indeed. Et on a le droit de le dire que parfois, certains clients ne partagent pas ces valeurs, on peut le dire comme ça ? On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Alors, juste sur la politique d'inclusion et de diversité, elle n'est pas nouvelle au sein du groupe. Alors moi, même si je ne suis pas depuis très longtemps, ils ne m'ont pas attendu, clairement, je vous le dis. C'est quelque chose qui existait bien avant moi, qui a été démarré dans les années 2010. Donc, c'est un partenariat très, très ancien avec la GFIP. Et on a un taux d'emploi aujourd'hui qui est de plus de 6% sur l'ensemble du groupe, et on tend vers les 8% dans les 2-3 années à venir. Mais pour répondre à ta question, tout à l'heure, je vous parlais des valeurs du groupe WeCare. Effectivement, je vous confirme qu'il nous arrive de temps en temps d'avoir quelques clients un petit peu indélicats. Néanmoins, la posture du groupe par rapport à ces clients-là, c'est d'apporter, encore une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure, une symétrie d'attention, et on refuse les injonctions, de telles injonctions de la part de nos clients. Nous, on explique à nos clients qu'on a des collaborateurs qui sont formés, que ce sont des professionnels qui viennent chez eux pour réaliser des prestations, et que les idées différentes de nos clients, en fait, elles ne sont pas contractuelles, et nous, on refuse. Et c'est important. Et c'est incompatible. Elles sont effectivement, ces injonctions qu'on peut avoir parfois de la part de nos clients, elles sont incompatibles avec les valeurs qui sont portées par le groupe WeCare.
Et là aussi, hein, si on veut le lier à notre sujet, c'est potentiellement renforcer la fidélité des collaborateurs et des collaboratrices. Ils savent que derrière eux, ils ont un groupe qui va les protéger face à certaines injonctions discriminatoires de clients indélicats, mal intentionnés, peu importe comment on va les appeler ici. Je pense que c'est une vraie piste assez forte pour fidéliser les collaborateurs et les collaboratrices. Est-ce qu'on a oublié quelque chose là avant de passer aux questions-réponses? Je voulais juste peut-être moi rebondir sur un moment donné, tu as dit que les métiers du service à la personne, et chez WeCare, vous êtes forcément extrêmement impliqué. Enfin, la ressource humaine, c'est le carburant du groupe, et que tout le monde du coup doit être impliqué dans le recrutement. Et quand on préparait cette présentation, je t'avais dit que je retrouvais beaucoup d'analogies avec un secteur qui est extrêmement éloigné en termes de compétences, c'est les ESN, donc les grandes sociétés de services numériques, où là aussi, en fait, il y a tellement de tensions pour obtenir les bons profils, et on parle de profils techniques extrêmement avancés qui sont disputés dans un marché qui est mondial en ce qui les concerne. Et là aussi, eux, ils ont bien compris, ces entreprises-là ont bien compris que tout le monde devait jouer sur le recrutement, que c'est pas juste une petite équipe de recrutement. Donc, ça veut dire qu'on va incentiver, on va motiver chaque encadrant sur le nombre de recrutements qu'il va aider à faire dans l'année, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant de voir que des milieux qui ont l'air comme ça très très éloignés, en fait, ont les mêmes réflexions. Et pareil, ce milieu dont je viens de parler, il n'avait aucun problème à faire de la chasse, c'est-à-dire d'aller chercher des candidats. Mais votre secteur d'activité, depuis le post-Covid, le fait aussi. C'était inimaginable avant 2020 de dire qu'on allait devoir faire de l'approche directe, c'est-à-dire d'aller chercher dans une base de profils, d'aller contacter directement des candidats et des candidates pour leur dire, en fait, votre profil nous intéresse pour telle ou telle mission. Ça, c'était inimaginable avant 2020. On se disait, non, ça c'est un truc, c'est pour des développeurs Java, des ingénieurs système et tout. Aujourd'hui, l'approche directe, ça existe aussi, notamment peut-être pour aller chercher dans l'immense base de CV qui existe au sein du groupe WeCare. Voilà, c'était peut-être la petite chose que j'avais oublié de mentionner. Est-ce que toi, tu as d'autres choses qu'on a oublié de mentionner dont tu veux faire part aujourd'hui? On est bien? Non, je pense qu'on a balayé l'ensemble du sujet. On peut passer peut-être aux questions et réponses, parce que peut-être que vous avez des questions qui vont nous faire rappeler qu'on a oublié certaines choses. Je crois qu'il y a un micro à faire circuler dans la salle, si jamais. Il en faut juste un pour se lancer. Hein. Après ça, les questions... Et il n'y a pas de mauvaises questions. Ah, il n'y a pas de mauvaises... Non, oui, évidemment. Bonjour. Vous avez fait mention justement pour les candidats, en fait, la rémunération n'était pas suffisante. Enfin, pour 30%. C'est une des raisons pour lesquelles... Alors, quand ils l'ont vu, ils ont l'information et ils estiment que la rémunération n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Alors moi, la question que je pose, c'est pour retenir justement le personnel, est-ce qu'il n'y a pas le levier de la rémunération? On peut pas jouer là-dessus. Alors, je vais répondre à cette question qui effectivement est très importante. Hein. C'est même le premier critère de sélection des candidats. On est sur des activités où les marges sont faibles. On est sur des activités où, en fait, pour payer les candidats différemment, il faudrait que les clients acceptent de payer plus. Et il faudrait également que potentiellement le gouvernement accepte d'augmenter la part déductible des impôts. Donc il y a une partie sur laquelle, en fait, vous voyez, il y a différentes variables. Et notre levier d'action est très restreint en réalité. Donc les choses sur lesquelles on va pouvoir un peu jouer, c'est vous proposer, alors de toute façon la rémunération elle sera au SMIC, après en fonction de votre expérience elle évoluera, mais on ne paiera jamais un intervenant de 3 000 €, en tout cas sur les premiers niveaux de clients que nous avons. Donc on a un certain nombre de choses qui sont très restreintes. Par contre, on a aussi des idées.
Et dans les idées qu'on a, puisqu'on n'a pas, on n'a pas effectivement mentionné le cas, c'est qu'on aimerait développer l'attribution de pourboire de la part de nos clients vers nos intervenants. Mais là aussi, on a un cadre légal qui nous restreint à faire certaines choses. Et je crois que le dirigeant de WeCare est assez loquace sur le sujet, sur les différents réseaux sociaux, pour essayer de faire bouger les choses aussi. Oui, tu disais en plus que vous êtes en concurrence directe avec la restauration qui, elle, le pratique. Voilà. Et effectivement, dans les métiers de la restauration, c'est acquis. Bizarrement, c'est acquis. Voilà. Et c'est non discutable. En revanche, sur d'autres métiers tels que les métiers des services à la personne, aujourd'hui, ce n'est pas entendable. Et ça doit pourtant exister, c'est juste qu'il n'y a pas de cadre. Ça doit exister évidemment à la marge, mais il n'y a pas de cadre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres interrogations ? Ça peut être des remarques aussi. Hein. Bonjour, enchanté. Bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une petite question sur l'expérience des candidats. Est-ce que vous êtes capable de l'évaluer aujourd'hui et comment ? Alors, l'évaluation des candidats, lequel ? Celui sur qui postule l'expérience. L'expérience. Ouais. La note qui donne rien, c'est ça ? Exactement, sur son parcours, son ressenti. Alors, il y a différents types, parce que vous avez vu qu'on a quand même 808 candidatures, et comme j'ai dit, on ne répond pas à tout le monde. Donc, ceux à qui on n'a pas répondu, et je l'ai dit en toute transparence, c'est pas une situation satisfaisante, et c'est pas une situation qu'on doit laisser en l'état. En revanche, sur ceux qui ont introduit, qui sont entrés dans un process de recrutement, j'ai pas les chiffres en tête, mais oui, systématiquement, tous les candidats auprès desquels on a eu un minimum d'échanges sont interrogés. Et en l'occurrence, sur les pages Indeed et Glassdoor, hein, je le dis, Indeed et Glassdoor, c'est la même maison. Les candidats et les candidates peuvent aussi noter, et c'est pas la même note qu'un collaborateur et une collaboratrice. D'accord, c'est deux notes qui sont différentes. Alors, je crois qu'il y avait une question juste là, monsieur, et ensuite je vous passe la parole. C'était pas la dame là, pardon. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour votre présentation. J'avais une question. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Faut juste garder le micro bien. J'ai pas l'habitude. Vous avez parlé de 70% de turnover et je me demandais, est-ce que vous arrivez à identifier les profils, par exemple, des sortants ? Est-ce que c'est plus des départs à la retraite ou ils vont dans d'autres entreprises ? Et les profils entrants, est-ce que c'est plus lié à la balance que vous avez présentée ? Il y avait un diapo sur la balance. Alors, sur les motifs de départ, c'est principalement des démissions. Et sur le métier d'intervenant. Et on constate aussi quand même une évolution sur le métier des encadrants. Et après, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le motif principal de départ d'un intervenant, c'est principalement lié à la gestion de son planning. Quelqu'un qui est insatisfait de son planning. Donc c'est aussi pour la raison pour laquelle, dans les objectifs qu'on se fixe, c'est de proposer des plannings qui répondent aux attentes et aux aspirations de nos intervenants. Ça veut dire aussi que la promesse qu'on fait aux candidats quand on le communique la première fois via une offre d'emploi, par exemple, c'est de dire on va essayer de trouver un planning qui correspond à ce que vous recherchez, mais la promesse c'est d'essayer en fait. La réalité c'est que si la mobilité de la personne est réduite, par exemple, parce que pas de permis, parce que loin des transports en commun, ça va être compliqué. Donc, c'est vous qui êtes pénalisé in fine dans l'image que vous pouvez renvoyer aux candidats, mais malgré tout, la promesse qu'on fait, c'est la promesse d'essayer. C'est une obligation de moyens, pas forcément de résultats. Ah, il y a Sébastien qui veut poser une question. C'est ça. Exactement. Oui, je pense que la majorité des missions, elles interviennent assez tôt. Et puis, pour répondre de façon complémentaire sur la rémunération, mais en fait, la rémunération, c'est vous qui la choisissez et c'est vous qui la faites. Parce qu'effectivement, pour les postes d'intervenants,
la rémunération, elle est aux alentours du SMIC pour des postes d'intervenants. Et encore, ça dépend parce qu'on a une des enseignes du groupe qui s'appelle Maison Elia Paris. Et cette enseigne, elle intervient auprès des clients, mais hyper riches. Et on intervient chez 3 des 5 plus grosses fortunes françaises. Et notre intervenant le mieux payé chez Maison Elia Paris, il gagne 7 500 € net par mois. Alors, il intervient chez une de ces 3 familles très riches. Il est hyper compétent, il est hyper apprécié par ses clients. Voilà. Mais on peut aussi évoluer dans sa rémunération en changeant de poste. Parce que la valeur du poste, c'est celle que donne le marché. Et le marché, ce n'est pas un gros mot. Le marché, c'est quoi? C'est les consommateurs, c'est les clients. Et les clients, aujourd'hui, eh ben, ils sont prêts à donner 70 millions d'euros par an à Kylian Mbappé, mais ils valorisent moins notre métier à nous. OK, c'est un fait. Et nous, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? À part changer de société, mais c'est partout pareil dans le monde. Partout pareil dans le monde, les gens ils préfèrent donner de l'argent pour des footballeurs que pour des auxiliaires de vie, des infirmières, des policiers, des profs. OK, c'est un fait. Et donc ça, c'est le choix commun qu'on fait tous, que la société fait. Nous, on est prêt à payer 10 balles, 15 balles pour être abonné à Canal+, à Netflix, à machin, etc. Ce qui fait que ça rémunère les footballeurs. Mais on n'est pas prêt à payer plus les intervenants. Et donc, en tant qu'intervenant, effectivement, les rémunérations, elles sont aux environs du SMIC. Et c'est pour ça que dans le groupe, on a fait ce qu'on a appelé l'entreprise des possibles. Se dire, OK, le poste, il est là, mais peut-être que le prix du poste ne bougera pas, le salaire du poste en tant que tel ne bougera pas, il restera très certainement au niveau du SMIC, mais est-ce que moi, je peux bouger? La réponse, elle est oui. Moi, je peux bouger. Très concrètement, moi, je peux évoluer, soit en devenant un super expert de mon métier, et ça, c'est ce que je vous ai expliqué sur Maison Elia Paris, où j'ai un collaborateur qui gagne 7 500 € net par mois, parce qu'il est hyper bon. Donc, soit en étant un hyper spécialiste de mon métier, soit en allant vers l'encadrement, et en devenant encadrant, et puis même éventuellement, et donc, là, dans la salle à côté, on a notre directeur de région. Et il y a une directrice de région. C'est une ancienne intervenante. Elle a commencé comme femme de ménage. Et aujourd'hui, elle est directrice de région. Et on a d'autres aussi qui sont devenus franchisés, qui sont devenus entrepreneurs et qui aujourd'hui ont leur propre entreprise et qui ont commencé comme simple intervenant. Par exemple, j'ai Stéphanie, que je connais très bien, qui est à Montauban, qui a commencé comme intervenante et qui aujourd'hui est directrice de sa franchise. Elle est entrepreneur. Elle possède sa franchise et elle dirige 80 personnes. Voilà. Et donc, en fait, sur les rémunérations, la rémunération du poste d'intervenant, elle ne bougera pas énorme. Mais vous, ou n'importe quel salarié dans ce secteur, est-ce qu'il peut bouger? Oui, il peut bouger, il peut grandir, il peut évoluer. Voilà, je suis désolé, je dois aller à une conférence. Merci Guillaume, c'était un super mot de la fin. Moi, ça nous va très bien. Merci Guillaume. Et merci à toutes et à tous. On va vous libérer. On espère que vous avez appris des choses. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Jamila pour ton témoignage.